Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Vers la fin de l'opération Barkhane au Sahel, le défi logistique est important pour la France. Les autorités françaises planchent actuellement sur la fermeture de 3 bases situées au nord du Mali. Le Burundi et la Tanzanie ratifient l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine. Entrée en vigueur le 1er janvier 2021, la ZLECAf doit contribuer au développement du commerce intra-africain. Et puis le développement des énergies renouvelables en Afrique du Sud. La compagnie Eskom a lancé un programme pilote permettant aux entreprises de respecter leurs engagements climatiques. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la visite de travail du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mahamat Saleh Anadif, en Guinée. Le diplomate était à Conakry ce lundi 13 septembre. Au programme de sa visite, une série de rencontres avec le chef de la junte, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, les diplomates accrédités et des leaders des partis d'opposition. Mahamat Saleh Anadif s'est aussi entretenu avec le président déchu Alpha Condé. Quant à la durée de la transition, le diplomate onusien affirme qu'elle dépend des Guinéens. C'était le 10 juin dernier. Le président français Emmanuel Macron annonçait la fin de Barkhane en tant qu'opération extérieure au Sahel. À présent, la France œuvre à la fermeture de 3 bases dans le nord du Mali, celles de Kidal, Tessalit et Tombouctou. Fermeture qui doit être effective d'ici le début de l'année 2022. Philomène Tine. Repli militaire français au Mali. Dans le dispositif de quelques 5100 militaires que compte l'opération Barkhane dans les pays du G5 Sahel, c'est au Mali où l'armée française est la plus importante. La fermeture de 3 premières bases à Kidal, Tessalit et Tombouctou avait déjà été annoncée depuis quelques mois. À cet effet, le redéploiement d'une nouvelle équipe va sans doute nécessiter un énorme travail logistique, en particulier sur la base de Gao. En termes statistiques, c'est plus de 3000 militaires, 200 véhicules logistiques, 200 blindés, 4 drones, 6 avions de combat, une dizaine d'avions de transport et une vingtaine d'hélicoptères. Le nombre d'effectifs a augmenté. En 2019, nous étions passés de 4500 soldats à 5100. Aujourd'hui, l'armée française est contrariée par des enjeux d'ordre politique. Avec les élections présidentielles qui se tiendront en 2022, aujourd'hui, de plus en plus, le président Macron est critiqué en interne. Ce retrait de la force française au Mali est une suspension à titre conservatoire des opérations militaires conjointes avec les forces maliennes du fait de la situation dans le pays. Toutefois, les conséquences d'une telle décision peuvent encore plus dégrader la situation sécuritaire au Mali, notamment dans une ville comme Gao, zone transfrontalière entre le Burkina Faso et le Niger, préviennent des observateurs. Il est évident que la présence militaire internationale ne va pas durer au Sahel. Il va falloir que les forces nationales puissent alors prendre le relais. Si rien n'est fait, nous sommes arrivés à un schéma comme le modèle afghan aujourd'hui, où la communauté internationale risque d'abandonner toute la zone sahélienne. Donc aujourd'hui, le Mali doit pouvoir alors permettre à son armée nationale de se renforcer au plan opérationnel. Lancée en 2014, l'opération Barkhane, qui était très controversée, avait remplacé l'opération Serval au Sahel. Elle devrait maintenant être réorientée vers la Task Force européenne Takuba, une coalition de forces spéciales mise en place en juillet 2020 avec un effectif réduit à environ 3000 hommes, dont la portée laisse encore perplexe de nombreux analystes. La zone de libre-échange continentale africaine compte de nouveaux adhérents. Le Burundi et la Tanzanie ont ratifié l'accord respectivement le 17 juin et le 9 septembre. Les 2 pays d'Afrique de l'Est affichent ainsi leur volonté de développer le commerce intra-africain. Plus de précisions avec Marie-Raphaël Antelo. Le Burundi et la Tanzanie ratifient l'accord de libre-échange continental africaine. Cette approbation pour un commerce libre intra-africain a été faite le 17 juin et le 9 septembre 2021 par le Burundi et la Tanzanie respectivement. Par cet acte, les 2 pays confirment leur adhésion au principe de libre circulation de biens et services avec toute la communauté d'Afrique de l'Est, mais aussi avec le reste du continent. Il y a plusieurs grilles de lecture quant à l'intégration continentale au sein de la ZLECAf pour la Tanzanie et le Burundi.
La situation des deux pays est totalement différente. La Tanzanie est un pays très important dans l'Afrique subsaharienne, puisqu'il s'agit du 6e pays le plus peuplé du continent. Et par ailleurs, c'est un pays qui génère beaucoup de croissance économique et qui a des velléités de davantage tendre vers une industrialisation de son économie. Pour cela, l'intégration au sein de la ZLECAf est une bonne chose, puisqu'elle permettra non seulement de diminuer les barrières douanières, de gagner de nouveaux marchés pour son économie locale, et cela aura forcément des répercussions positives. D'après le secrétaire général de la Communauté d'Afrique de l'Est, Peter Matuki, la ratification massive des pays de la région à cet accord permettrait aux Africains de l'Est d'accéder à un grand marché continental et d'augmenter les exportations de la CAE vers les pays africains en dehors du bloc. Par ailleurs, selon la source, cet accord facilitera la circulation des personnes à travers l'Afrique, fera progresser les aspirations commerciales et de développement de la région en particulier et du continent en général. Pour la situation burundaise, c'est totalement différent. Le pays est endetté, c'est un pays qui est très peu industrialisé et qui pourrait être ces pays proies pour d'autres pays beaucoup plus puissants au niveau économique. Et ça, c'est l'une des craintes des autorités locales. Par ailleurs, comme nous savons que l'avenir du continent africain passera vers davantage de libéralisation, avec des commerces intra-africains beaucoup plus importants que celle-là aujourd'hui, puisqu'ils s'élèvent uniquement à 8% d'échanges entre des pays africains, et avec cette dimension continentale du marché, cela ne va être que bénéfique à moyen long terme pour le Burundi. Rappelons qu'outre la Tanzanie et le Burundi, autres États partenaires de la CAE à avoir déjà ratifié l'accord sont le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda. Pour le Soudan du Sud, il a déjà signé l'accord de libre-échange continental mais ne l'a pas encore ratifié. Selon le secrétaire général du bloc de la CAE, le bloc met actuellement en œuvre un cadre pour le développement du commerce grâce à la numérisation des marchés, la diffusion de l'information et la présentation des produits et des opportunités de marché de la région. Il s'est adressé aux parlementaires le 10 septembre. Le président zambien Hakainde Hichilema a divulgué les principaux dossiers auxquels il compte s'attaquer. La révision du régime fiscal minier en fait partie et c'est en vue d'augmenter les investissements dans le secteur. Aïssatou Bari. Réduire le déficit budgétaire, restaurer la croissance économique et revoir les politiques minières, ce sont là quelques points auxquels les nouvelles autorités veulent s'attaquer au plus tôt. Le président Hakainde Hichilema l'a annoncé lors de sa première prise de parole devant l'Assemblée nationale. D'autres secteurs sont également concernés, notamment agricoles et énergétiques. La reconstruction de notre économie figure en tête de notre agenda. Nous avons en effet hérité d'une économie qui est dans une situation désespérée et nécessite des mesures audacieuses et décisives à prendre. Nous sommes déterminés à mettre un terme à l'accumulation d'une dette publique coûteuse. Le discours du président a été bien accueilli par les compagnies minières présentes dans le pays. La double imposition en vigueur dans le régime fiscal zambien était l'un des points qui a longtemps constitué des griefs des compagnies vis-à-vis du régime de l'ancien président Edgar Lungu. Introduit en 2018, ce régime fiscal était en effet jugé non compétitif par les compagnies. L'enjeu ici consiste en la viabilité et en la compétitivité du secteur minier zambien. Et tout le monde sait qu'il y a 2 ans environ, la Zambie avait adopté un nouveau régime fiscal qui surtaxait en réalité le secteur minier, ce qui était de nature à décourager et l'activité économique et donc rendre en même temps le secteur minier peu compétitif par rapport au monde. Parce qu'on vous le rappellera que la Zambie avait donc de ce point de vue le taux de taxation le plus élevé du monde, ou parmi les plus élevés du monde. Donc réviser ce régime fiscal qui pénalisait l'activité du secteur minier, cela permet d'accroître l'activité dans le secteur et donc conséquemment d'améliorer la compétitivité. La Zambie, qui est en défaut de paiement pour une dette estimée à plus de 11 milliards de dollars, cherche à accroître la contribution des mines à l'économie. Le pays espère donc augmenter sa production annuelle de cuivre à 2 millions de tonnes d'ici 2026 contre 822 000 tonnes enregistrées en 2020.
L'actualité, c'est aussi l'opération Ville morte à Beni en République démocratique du Congo. À l'appel de la société civile, les activités commerciales ont été paralysées ce 13 septembre. L'opération doit se poursuivre ce mardi. Objectif, protester contre la criminalité en hausse depuis l'instauration en mai dernier de l'état de siège dans 2 provinces de l'est du pays, l'Ituri et le Nord Kivu, en proie aux violences. Le président de la société civile de Beni, Tembo Muliwavio, recense notamment plus de 300 maisons cambriolées et plusieurs cas de viol. Face à cette situation, la société civile réclame la levée de l'état de siège. La mesure était d'ailleurs à l'étude ce lundi lors d'une réunion spéciale présidée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Dans le reste de l'actualité, la construction du pipeline est-africain se précise. Le gouvernement ougandais a approuvé un projet de loi définissant ainsi la réglementation juridique pour encadrer sa construction. Le texte, qui devra à présent être soumis au Parlement, fixe également les règles concernant l'implication des entreprises locales dans ce projet. D'un coût évalué à 3,5 milliards de dollars, l'oléoduc permettra de transporter le brut ougandais jusqu'au port de Tanga en Tanzanie. C'est le 11 avril que l'Ouganda, la Tanzanie et les compagnies Total et CNOOC ont scellé plusieurs accords. Renewable Energy Tariff, c'est le nom d'un programme pilote lancé par Eskom, la compagnie sud-africaine de production et de distribution d'électricité. Grâce à ce projet qui doit s'achever en 2023, les entreprises pourront bénéficier d'un approvisionnement en énergie renouvelable 24 heures sur 24. Joël Ballot. Renewable Energy Tariff est un programme pilote visant à permettre aux entreprises partenaires de la compagnie publique sud-africaine de production et de distribution d'électricité Eskom de fonctionner grâce aux énergies renouvelables. Ce mécanisme permet à Eskom de proposer un approvisionnement en énergie renouvelable 24 heures sur 24 aux entreprises pour leurs installations et leur donne la possibilité de déménager leurs locaux sans avoir à déplacer les actifs d'énergie renouvelable. Le programme donne aux clients un mécanisme pour réaliser leurs engagements en matière d'énergie renouvelable en achetant cette énergie à Eskom, sans l'investissement initial en capital que représente le fait de devoir posséder un générateur d'énergie renouvelable ou de conclure des accords d'achat d'électricité à long terme. Établi sur 2 ans, ce programme donne la possibilité aux participants de choisir un pourcentage de leur consommation d'électricité actuelle qui soit vert. Le tarif pour l'énergie renouvelable peut également compléter l'électricité produite par un tiers ou l'électricité renouvelable produite sur place pour aider les clients à atteindre leur objectif d'énergie propre. Le géant de l'électricité sud-africain Eskom a connu beaucoup de difficultés les années écoulées pour ce qui est de la gestion et de l'optimisation de la distribution de l'énergie. D'où la nécessité de créer des possibilités de livraison aux entreprises et aux ménages sur une base propre, l'électricité renouvelable, les énergies renouvelables, permettant aux entreprises d'avoir non seulement un service amélioré, mais aussi un service qui soit capable de se déplacer au rythme de l'agrandissement et de l'épanouissement des entreprises. Soulevant qu'en prélude à ce programme, Eskom a annoncé qu'elle devrait investir 7,3 milliards de dollars pour amorcer sa transition énergétique dans les 9 prochaines années. Des fonds qui seront consacrés à la construction des centrales solaires à concentration et photovoltaïques ainsi que des parcs éoliens. Un mot de sport à présent avec le championnat d'Afrique de volley-ball féminin qui s'est ouvert à Kigali ce 12 septembre. Pour leur match d'ouverture, le Rwanda et le Cameroun se sont distingués. Le Cameroun est notamment parvenu à s'imposer 3-7-0 face au Kenya. Retour sur ces temps forts avec notre correspondant Fraterne Ndakayi Senga. Le Rwanda accueille le championnat africain de volley-ball féminin depuis ce 12 jusqu'au 19 septembre. Pour la première journée de la compétition à la gymnase de Kigali, 4 matchs se sont soldés par les victoires du Rwanda, du Cameroun, du Nigeria et de la République démocratique du Congo. Ce n'était pas un match très facile, mais nous avons su nous défendre. Ce que nous avons pu faire de plus que le Maroc, ce sont par exemple les blocs et les services.
Dans le groupe A, l'équipe rwandaise a emporté contre le Maroc 3-7-1, tandis que le Nigeria a battu le Sénégal 3-7-0. Dans le groupe B, le Burundi a perdu contre la République démocratique du Congo 3-7-0, au moment où les Camerounaises ont battu les Kenyans 3-7-0 également. Pour le Rwanda, l'objectif est de se battre jusqu'à remporter la coupe. Jusqu'à maintenant, je dirais qu'on est bon pour les demi-finales. C'est une certitude. C'est vrai qu'il y a des équipes très fortes comme le Cameroun, le Kenya ou encore la Tunisie, mais nous allons nous battre. Nous ne sommes pas venus pour une balade. Notre objectif est de remporter la coupe et nous sommes très confiants. 9 équipes réparties dans 2 groupes participent à cette compétition continentale. Il s'agit du Rwanda, du Sénégal, du Maroc, le Nigeria, le Cameroun, le Kenya, le Burundi, la Tunisie et la République démocratique du Congo. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.